Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Laetitia, tu m'entends? Naomi, tu m'entends? T'entends, Joyce. Ok. Alors, on va Oui, c'est commencer. bon. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre pour les STD Series à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, nous, en tant qu'entreprise de services numériques, nous avons voulu mettre en avant les compétences IT dans la gente féminine. Donc, depuis la semaine dernière, nous avons commencé une série de petits ateliers formation organisés par les femmes pour parler de sujets. La semaine dernière, nous avons parlé de l'ITIL, donc avec Ornella qui nous a entretenu sur la question. Aujourd'hui, nous avons en parallèle cette session qui est un petit atelier d'initiation à la transformation digitale. Et en même temps, nous avons un petit atelier d'initiation sur l'utilisation de l'ERP Odoo. Donc, il s'agit pour nous ici de vous faire entrer dans notre monde, qui est celui de la transformation digitale, parce que nous, à ASC Digital, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement à la transformation digitale. Accompagner les entreprises à se transformer à l'aide de la technologie. Donc, je vais passer la parole à Joyce, qui est une de nos consultantes en transformation digitale et qui va nous présenter globalement ce que c'est que la transformation digitale et la façon dont la transformation digitale impacte les processus, l'entreprise dans son ensemble et comment surtout en tirer profit dans le monde VUCA dans lequel nous sommes actuellement, avec beaucoup de soubresauts, beaucoup d'événements qui nous impactent et sur lesquels on ne peut faire rien d'autre que s'adapter. Donc, je passe la parole à Joyce pour la présentation. Merci Patricia. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer avec notre présentation qui est axée sur l'initiation à la transformation digitale. Alors, on se pose la question tout de suite de savoir qu'est-ce que la transformation digitale. Alors, la transformation digitale, pour nous, à ASC Digital, on a cette phrase qu'on aime dire, c'est comme changer la roue d'une voiture pendant qu'elle roule. C'est assez difficile, assez furieux et en fait, il y a tellement de risques. Les risques de se faire percuter par une autre voiture ou bien par sa propre voiture, les risques que ça marche même pas, qu'on n'y arrive pas du tout. Mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que après, si on ne le fait pas, c'est clair qu'on ira tout droit vers le chaos, soit un accident de voiture, soit perdre toute la voiture carrément. Donc, forcément, il faut changer la roue. Alors, la transformation digitale, ce n'est pas forcément prendre les processus, chercher et automatiser. Donc, ce n'est pas dire que, OK, comme on utilise le papier, maintenant, on n'utilise plus le papier. On change, on commence à numériser, bien digitaliser. Non, c'est bien plus que ça. C'est une question de nouvelle perspective qui fait en sorte qu'au lieu de répéter les choses qui ne marchaient pas, ou bien ce qu'on pensait qui marchait, c'est adopter un nouveau regard sur la façon dont les choses fonctionnent et de procéder à des changements qui se veulent assez complets, qui passent par la stratégie, les modèles opérationnels, la structure, les processus et les personnes. Du coup, chaque transformation digitale veut que tous ces points-là soient embarqués, qu'on puisse penser en disant, OK, je vais faire ma transformation digitale, même si on décide seulement que la transformation digitale va impacter, je dis n'importe quoi, la formation, il faudrait penser à définir une stratégie, à revoir, OK, au niveau qu'on va refaire la formation, forcément, l'organisation va changer, la structure va changer parce que les personnes formées n'auront plus le même profil. Et
toujours et toujours, comme on a dit la semaine dernière avec Ornella, toujours et toujours penser à la valeur. La transformation digitale est concentrée sur la création de valeur. Et la création de valeur ici, c'est pour le client, l'employé qui est ici, je veux dire, l'une des matières premières de votre entreprise, et indirectement aussi les actionnaires et, comme on dit en gestion de projet, les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent se sentir impactées par la transformation digitale. Une fois que cela est adressé de cette façon, on est sûr que les entreprises ont encore de longs et beaux jours devant eux. Maintenant, toujours, il se pose toujours cette question de savoir quelle est la différence entre le digital, le numérique. Est-ce qu'on dit transformation digitale, est-ce qu'on dit transformation numérique? Alors, on va commencer par le digital. Le digital, ça impacte tous les secteurs, que ce soit automobile, ou bien les brasseries, ou bien la vente, soit de chaussures et autres. Ça impacte tout le monde. Maintenant, le digital, ça fait référence plutôt à des modèles d'expérience ou encore les méthodes de travail agiles qui sont bien sûr de plus en plus incontournables. Et puis, le numérique, c'est beaucoup plus ce qui renvoie à, on va encore dire la technologie ou bien ce qui touche aux pratiques digitales. Bon, là, je vais intervenir un peu. Alors, digital contre numérique. Globalement, on va dire c'est la même chose différente. La même chose différente, pourquoi? Vous connaissez souvent les anglicismes qui s'introduisent dans une langue, dans la langue française, d'accord? Parce que c'est le monde anglo-saxon en général qui tire l'innovation, notamment dans le domaine de la technologie. Donc, on a beaucoup d'anglicismes qui se glissent dans notre langage. Globalement, en anglais, quand on fait référence au digital, ça vient de digit. Ça veut dire les doigts, d'accord? Dans tout ce qui se rapporte à l'utilisation des doigts. Et quand on dit en français, quand on dit numérique, on pense aux chiffres. Sauf qu'on connaît que la base de l'informatique, c'est quoi? C'est 0, c'est 1. Et donc, les nombres de base qui crée le langage informatique, on va dire. Du coup, c'est juste en fait une mauvaise traduction pour dire un peu la même chose. Globalement, que vous disiez transformation digitale, transformation numérique, ça n'a vraiment pas une très grande différence. Tout ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que c'est l'utilisation de la technologie pour impacter les usages, d'accord? Pour impacter la façon de travailler. Joy vous a expliqué au départ, dans un processus de transformation digitale, ça impacte toutes les couches de l'entreprise. Ça passe par le système organisationnel, ça passe par le business model, donc la façon dont vous vendez, la façon dont vous présentez à vos partenaires, les clients, vos fournisseurs. Donc, ça change votre business model. Ça change votre ressource humaine. Ça change les personnes qui travaillent pour vous. Ça les impacte. Ça change même pour vos actionnaires. Donc, tout le système est impacté dans le cas de la transformation, qu'elle soit digitale ou numérique. Sincèrement, ça, on va dire, c'est les débats de langage, les débats d'idées. À la fin de la journée, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est comment, avec la technologie, avec l'innovation technologique, on arrive à impacter son environnement systémique. Donc, votre entreprise, sachez qu'à partir du moment où vous mettez dans ce processus de transformation digitale, qu'il faut toujours concevoir comme un voyage. On vous a pris l'analogie de la voiture, c'est exactement ça. C'est un voyage. Quand vous commencez votre processus de transformation numérique, ça ne va pas s'arrêter parce que la technologie, l'innovation, elle ne s'arrête pas. Donc, c'est un voyage dans lequel vous embarquez et ça va transformer toutes les couches de votre entreprise. Voilà globalement ce qu'il faut retenir. Joyce, je te repasse la parole. Merci. Alors, quels sont les bénéfices de la transformation digitale? Toujours et encore, améliorer l'expérience utilisateur, l'utilisateur qui peut être interne comme externe, c'est-à-dire vos clients ou bien vos employés. Simplifier les processus métiers, revoir
éprouver et revoir les processus métiers, optimiser les opérations et les infrastructures. Une fois que les processus métiers ont été revus, il va de soi que les opérations seront impactées et votre infra va également être améliorée. Ceci va emmener à une simplification des services informatiques. On n'aura plus besoin de faire 2-3 jours pour un utilisateur qui vient d'arriver et son ordinateur parce que les processus auront été revus et qu'une fois qu'il aura été embauché, un ordinateur lui sera assigné directement au niveau de l'informatique. Ensuite, la transformation digitale fait en sorte que vous puissiez vous orienter sur la data qui est aujourd'hui très, très abandonnée par nos entreprises, qui permet à ce que vous puissiez, une fois que cela est bien exploité, mieux comprendre déjà votre business, comprendre les habitudes de consommation de vos clients, de vos employés. Et puis par après, voilà, vous faire des bénéfices et tout ce qui va avec. Alors, les enjeux de la transformation digitale, on les a regroupés en différents facteurs, les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Dans les facteurs exogènes, on a forcément l'accroissement de la concurrence, on a l'explosion des comportements digitaux. Il y a 10 ans de cela, on n'était pas autant digital, on n'achetait pas tout en ligne, on n'achetait pas nos tickets de bus et nos billets d'avion en ligne, on était obligé de se déplacer, d'aller vers les agences. Du coup, tout le monde est obligé de s'aligner. Également, il y a la réglementation. La COBAC aujourd'hui a demandé à toutes les entreprises, à toutes les banques de s'arrimer aux lois de sécurité. Donc, tout le monde est obligé de se tourner, de faire son outil sécurité, de faire ses tests d'intrusion, de voir et s'assurer qu'on est OK, qu'on est au top au niveau de la sécurité et de l'informatique. Maintenant, on a les facteurs endogènes. Les facteurs endogènes, on a l'efficience opérationnelle, bien sûr, et toujours, une fois que la transformation digitale entre en jeu, l'efficience est remise en question. Comment est-ce qu'on travaille? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est optimal? C'est toujours et encore remis en question du coup. Ce qui fait en sorte qu'on puisse très rapidement voir ce qui est obsolète, voir et comprendre qu'en fait, on a beaucoup de nos systèmes d'exploitation ou bien de nos applications qui ne servent pas à grand-chose, ou bien on a même des redondances. On peut avoir dans une entreprise 2, 3, 4 applications qui font la même chose. Du coup, les utilisateurs sont partagés, les efforts sont partagés, voilà. Et à la fin de la journée, on n'a aucune productivité, on n'a pas, on n'a pas la productivité qui est souhaitée, qui est attendue. Également, l'évolution culturelle des organisations. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de transformation digitale sans parler de la culture des organisations ou bien, je dirais n'importe quoi de l'environnement. Vous ne pouvez pas décider en tant qu'entreprise brassicole d'aller vous installer en Arabie Saoudite. Ça n'a aucun sens. Ou bien décider que, voilà, vous vous installez dans une zone où à chaque fois il y a des séismes ou bien vous vous installez quelque part où les utilisateurs n'ont pas l'habitude de consommer vos produits de par leur culture. Du coup, ça tombe à l'eau. Et bien sûr, ça permet la transformation digitale à chaque fois de mesurer le retour sur investissement, toujours et toujours. À chaque fois qu'on pose une action en transformation digitale, à la fin de la journée, on mesure. On mesure pour voir est-ce que ce qu'on fait est-ce que ce qu'on fait est en train de donner le résultat escompté? Est-ce que ce qu'on fait est en train de marcher? Est-ce que ça ne marche pas? Du coup, vous allez remarquer, par exemple, que ST Digital vous envoie beaucoup de formulaires pour nos clients. On envoie beaucoup de formulaires. On vous appelle à chaque fois pour vérifier que est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. C'est parce qu'on veut s'assurer que le retour soit bon, que
quoi, en fait, on ne veut pas avancer avec et se dire non, non, ça marche, on veut avoir le retour des autres. Donc, à chaque fois, en transformation digitale, il faut toujours avoir pas seulement son retour, pas seulement son ressenti, mais également le ressenti de toutes les parties prenantes de votre projet. Alors, on se demande bien sûr, comment y arriver, comment faire la transformation digitale. Alors, on a résumé quelques petits points. Je vais laisser Patricia continuer à ce niveau. Alors, comment arriver à la transformation digitale? Je me répète, la transformation digitale, c'est un voyage. D'accord? Quand vous montez dans le train de la transformation digitale, si vous êtes éjecté, c'est que c'est votre mort. D'accord? On est dedans, c'est jusqu'à la gare, on dit. Donc, il y a plusieurs, on va dire, des prérequis, d'accord, pour entamer ce voyage et pour qu'il se passe le mieux possible. Déjà, il faut comprendre l'entreprise, d'accord, l'entreprise, comment elle fonctionne et surtout comment les technologies sont susceptibles de l'impacter. Donc, vous avez bien sûr le consommateur qui est au cœur. C'est pour ça, c'est pour lui qu'on est là. C'est pour lui qu'on sort. C'est le client, c'est lui qui fait en sorte qu'on nous paye, qu'on me paye. Voilà, c'est lui le centre. Mais lui, il est envahi par plein de choses. Il est envahi d'informations. Il est envahi parce que vous avez des compétiteurs. Il a des interactions avec vos collaborateurs. Il y a un contexte qui peut s'imposer à lui. Aujourd'hui, avec le digital, il est assailli de partout par les réseaux sociaux, par les différents canaux de distribution possibles que vous pouvez avoir avec lui, par les moteurs de recherche, les différentes plateformes, le e-commerce, etc. Donc, les points d'interrogation, les touching points que vous pouvez avoir avec votre client sont nombreux et sont influencés par le digital. Donc, il faut les connaître. Il faut connaître son client. Il faut connaître les différents touching points que vous pouvez avoir avec lui et voir quels sont ceux que vous allez actionner par rapport à votre contexte, par rapport à votre expertise, par rapport à votre budget. Bien sûr, il y a maintenant votre produit, d'accord? Qui vous êtes, votre produit, votre service. Là, on est purement dans le marketing, ça veut dire la façon dont vous vous présentez au monde, vous présentez à votre client. Quel est votre produit, le service, pour quel prix, quelle est la promotion, la remise, les petits tips que vous mettez en place pour que le client puisse avoir accès à votre produit, où est-ce que vous le vendez, comment vous vendez. Donc, toute cette analyse marketing que vous devez faire pour savoir comment vous devez, et bien sûr tout ça en gardant à l'esprit que c'est la technique, comment utiliser la technologie, l'innovation digitale pour vous accompagner dans ce processus. Et bien sûr, à la fin de la journée, on a parlé de valeur. Tout ce qu'on fait dans la transformation digitale, c'est pour apporter de la valeur, c'est pour créer de la valeur. Pour créer de la valeur pour votre consommateur, que ce soit par rapport à votre marque, que ce soit par rapport à la satisfaction client, que ce soit par rapport à une problématique peut-être de CRS, Corporate Social Responsibility. Donc, quel que soit le type de valeur que vous voulez mettre en avant, il faut vraiment regarder quelle est la valeur que vous apportez au consommateur. Il faut regarder comment garder comment avoir des clients, comment les retenir et comment les retenir et garder, mais tout en restant profitable. Vous avez plein d'exemples de sociétés basées sur l'innovation digitale qui ont fait des booms, mais qui ne sont pas rentables. Parce qu'à la fin de la journée, pour survivre, il faut gagner de l'argent. Donc, apporter de la valeur au consommateur, c'est bien. Le retenir, c'est bien. Mais à la fin de la journée, il faut quand même gagner de l'argent. D'accord? Et bien sûr, toujours par la notion de profitabilité pour l'entreprise. Est-ce que vous faites vos ventes? Est-ce que vous avez des profits? Est-ce que vous avez, vous avez de la croissance? Parce que si vous stagnez pendant 3, 4, 5 années de suite, peut-être qu'il faut réfléchir à changer le business model. Donc, tous ces éléments-là participent de la compréhension que vous avez de comment vous, en tant qu'entreprise, vous fonctionnez et de comment vous vous présentez
à l'extérieur vis-à-vis de votre client et de toutes les différentes parties prenantes, sachant que vous n'êtes pas tout seul, sachant que vous avez des concurrents, sachant que vous avez un contexte qui peut être légal, qui peut être réglementaire, qui peut être économique, qui peut. Aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup parler de ce qu'on appelle la notion de VUCA. Ça, c'est un terme que vous allez beaucoup entendre quand on parle de transformation digitale. Le terme VUCA veut dire quoi? Ça veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est un monde qui est volatile parce que ça peut changer du tout au tout. Personne n'avait vu venir le Covid, mais le Covid est arrivé et ça a changé radicalement notre façon de vivre et notre façon de travailler. Qui aurait pensé qu'aujourd'hui, qu'il aurait été possible de faire du télétravail sans que votre employeur nous s'en arrache les cheveux? Mais aujourd'hui, c'est possible. Il y a des entreprises ici au Cameroun dont une grande partie des employés sont encore en télétravail et ça fonctionne. Vous avez un monde incertain, toujours pour les mêmes raisons. Vous ne savez pas, la guerre en Ukraine, personne ne l'avait prévu, bon, sauf Poutine. Il l'avait prévu, mais personne s'y attendait. Ça a surpris tout le monde. Mais ça a des répercussions. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec un dollar qui est de plus en plus cher. Là, ça a baissé un peu, on souffle, mais on atteint des proportions qui frisaient vraiment la folie. Et ça a impacté sur le business de beaucoup d'entre nous. C'était vraiment le plus... C'était qui aurait pu prévoir ça, mais c'est arrivé, ça nous impacte, il faut s'adapter. Un monde complexe, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des notions qui nous sont complètement étrangères. Quand je vous parle de VUCA, c'est un mot, moi, je ne l'avais jamais entendu jusqu'à ce que j'arrive à ST Digital, mais je l'expérimente tous les jours dans notre métier et chez nos clients aussi, qu'on accompagne dans leur processus de transformation. Et bien sûr, ambigu, on ne sait jamais. Où est le bon, où est le mauvais? Où est le méchant, où est le gentil? C'est le monde de maintenant. Les gentils deviennent les méchants deviennent les gentils. C'est vraiment c'est un grand bordel, on va dire. Mais on va dire c'est une espèce de bordel organisé et que dans ce grand bordel, il faut bien réussir à s'en sortir. Donc, et la transformation digitale nous y aide. Donc, déjà, il faut comprendre l'entreprise. On a compris l'entreprise de façon exogène, donc tout ce qui tourne autour. Maintenant, on rentre à l'intérieur. Il faut comprendre l'entreprise du point de vue processus. Quels sont nos processus? Quels sont nos processus qui nous amènent à la création de valeur? Il faut les maîtriser, il faut les comprendre et il faut les adapter. D'accord? Donc, aussi bien et toujours en gardant à l'esprit pour qui on le fait. On le fait pour le client. Ce sont les attentes du client et sa satisfaction qui nourrissent nos processus. C'est ça qui nous permet de les adapter, de les modifier, voire de les supprimer. Parce qu'à la fin de la journée, c'est les attentes du client et la satisfaction du client qui nous pilotent. Donc, que ce soit au niveau logistique, que ce soit au niveau de la maintenance, que ce soit au niveau de la gestion administrative, tout est question d'améliorer les performances et d'améliorer l'excellence opérationnelle. Donc, il faut vraiment faire une revue de processus interne pour voir quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les points d'insatisfaction et les corriger avec l'aide de la technologie. Bien sûr, alors là ça c'est, je vais dire, la base. La base, c'est la culture d'entreprise. Et il y a une expression qu'on adore ici à ST Digital, et on vous l'a mise dans cette présentation parce que ça veut tout dire. On dit la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Faites toutes les stratégies que vous voulez. Mettez en place tous les systèmes possibles et imaginables. Si vous n'avez pas une culture forte au sein de votre entreprise qui entraîne tous vos employés, ça ne sert absolument à rien. Vraiment, prenez-le aussi crûment que je le dis. La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Faites toutes les planifications que vous voulez. Mettez en place tous les chiffres des organisations que vous voulez. Si vous n'avez pas une culture forte pour entraîner votre capital humain et une culture suffisamment forte, même pour survivre à tous les chamboulements, à ce monde VUCA dont j'ai parlé, au départ, aux arrivées, si vous n'avez pas une culture suffisamment forte pour ça,
Ça ne sert absolument à rien. Toutes vos stratégies de transformation, tous vos grands programmes, plans, stratégies, etc., ne fonctionneront pas. Donc, il est très important de connaître quelle est sa culture, de définir sa culture et à la limite, de changer la culture quand elle n'est pas en accord avec ce processus de transformation digitale. Vraiment, garder cela à l'esprit, c'est extrêmement important. Voilà, qui dit culture dit forcément l'équipe. J'ai parlé du capital humain. Une organisation, ce sont les gens. Si vous vous mettez tout seul dans votre codir ou whatever, et vous décidez, oui, maintenant on va se transformer, on va faire ci, on va faire ça. Si vous n'embarquez pas le capital humain, ça ne marchera. On ne peut rien réussir tout seul en transformation digitale. Vous devez tous parler la même langue, tous avoir une vision unifiée, quelles que soient vos différences de métier, de parcours, d'objectifs au sein de l'entreprise. Vous devez tous parler de la même voix quand il s'agit de la transformation digitale. Et pour cela, ça peut vous amener justement à travailler sur le capital humain pour le faire monter en compétences. Et surtout sur ce qu'on appelle les soft skills. Donc, toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec le métier, mais qui participent de l'intelligence collective. D'accord? Donc, des choses qui ne sont pas souvent très palpables, mais qui sont extrêmement importantes. Tout ce qui est intelligence émotionnelle. Avoir un collaborateur qui peut s'adresser à un client, qui peut comprendre ce qu'un client dit, qui a la capacité d'écouter le client et de pouvoir retranscrire en interne ce que le client demande. D'accord? L'intelligence collective, de savoir que oui, nous sommes tous là pour le même objectif. On est tous voués au même objectif. Donc, l'attitude, être optimiste, avoir l'esprit d'équipe, savoir travailler avec les autres, savoir dépasser ses petites considérations personnelles pour regarder un peu plus grand. Ça, ce sont vraiment des capacités, des compétences qu'on demande qui n'ont absolument rien à voir avec des compétences métiers, de savoir utiliser Excel ou alors de faire une belle présentation PowerPoint. Ça, c'est des qualités humaines qui sont pourtant nécessaires pour la transformation. Et bien sûr, il faut rester à la pointe de l'actualité, de ce qui se fait dans votre secteur d'activité. On vous a dit au départ, je vous ai dit au départ que la transformation digitale impacte tous les secteurs d'activité. Donc, dans votre secteur d'activité, vous devez savoir ce qui se fait. D'accord? Il y a toujours des pionniers, il y a toujours des leaders dans les secteurs. Vous devez vous intéresser à ce qui se fait et essayer de vous arrimer autant que faire se peut. Donc, vous ne pouvez pas rester dans votre coin, par-ci, et vous dire, oui, on va se transformer. Non. Regardez autour de vous. Dans mon secteur d'activité, je suis dans le secteur brassicole, je suis plutôt dans la vente. Qu'est-ce qui se fait dans mon métier? Que font les meilleurs? Que font ceux qui sont à la pointe? Vous devez regarder et essayer de vous arrimer. Voilà, je reviens encore sur les skills. On parlait du capital humain. Vous devez, d'une façon ou d'une autre, embarquer le capital humain. S'il est nécessaire de le former, il faut le former. S'il y a des expériences sur lesquelles vous devez vous appuyer, n'hésitez pas. Il faut faire grandir les gens si vous voulez entamer ce voyage de la transformation digitale et le faire jusqu'au bout. Vous devez faire en sorte de mettre à disposition de votre capital humain toute la connaissance possible pour qu'il puisse monter en compétence. Ça, vous ne pouvez pas y couper. Il faut former les gens aussi bien sur le métier, sur les innovations, que sur des choses beaucoup plus, on va dire, enfin, voilà, que sur les soft skills, comme j'ai évoqué tout à l'heure, d'accord? Aussi bien sur ce qui se fait de pratique que sur la façon d'être. Donc, vous devez faire une revue de tous ces éléments-là, voir quels sont les gaps qu'il y a à combler et mettre en place un plan pour combler les gaps. L'espace de travail. L'espace de travail est aussi important. J'ai l'habitude de dire, on passe plus de 80% de son temps au travail, autant que ça se passe bien. Si vous formez vos collaborateurs, vous leur donnez les outils qu'il faut pour atteindre leurs objectifs, vous améliorez leur espace de travail. Qu'ils viennent travailler avec le sourire, vous avez déjà fait une partie du travail. Donc, ne lésinez pas sur ces moyens-là. Des fois, ça tient à très peu de choses.
donner un ordinateur performant à quelqu'un à qui on demande de faire des calculs compliqués, lui donner une chaise sur laquelle il puisse s'asseoir sans avoir mal au dos parce qu'il passe toute sa journée assis. Nous sommes une génération sédentaire, d'accord? Alors, pour quelqu'un qui est assis au boulot toute la journée, bah, ça a l'air bête, mais donnez-lui une chaise correcte et vous verrez la transformation que ça aura pour lui. Donc, améliorer les espaces de travail. Bien sûr, le télétravail. On ne peut ne pas se transformer dans le digital, dans le numérique et ne pas faire du télétravail. C'est devenu une commodité aujourd'hui. La pandémie COVID-19 nous l'a imposé, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait garder en productivité et même exceller au niveau opérationnel tout en travaillant à la maison. Et encore, télétravail, ce n'est pas forcément travail à la maison. Le télétravail, dans son ensemble, c'est le travail à distance. Vous pouvez être en mission, mais vous continuez de travailler. Vous pouvez même être en vacances et vous continuez de travailler. L'idée, c'est de toujours pouvoir être productif et à mesure de travailler, même si on n'est pas sur le site, sur son site habituel. Donc, c'est devenu quelque chose de normal. Maintenant, chaque organisation, selon ses contraintes, selon ses moyens, doit pouvoir normaliser cette pratique pour en tirer le maximum de bénéfices. Mais déjà, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus un tabou de faire du télétravail. À l'époque, c'était perçu comme une façon pour un employé de rester à la maison glandé. Mais moi, sincèrement, depuis que je fais du télétravail, j'ai l'impression que je travaille plus quand je suis à la maison que quand je suis au bureau. Parce que là, j'ai beaucoup moins d'interactions avec les gens et du coup, je peux plus me concentrer sur mes objectifs d'une journée, par exemple. Donc, vous pouvez, comme je dis, chacun selon ses contraintes, chaque entreprise selon ses contraintes, selon ses budgets, selon ses moyens, peut mettre en place des normes de télétravail qui lui conviennent. Ça ne convient pas forcément à tous les types d'employés, dans tous les secteurs d'activité, etc. Donc, chaque entreprise doit trouver sa bonne formule, mais le télétravail de nos jours, c'est devenu une norme. Donc, il faut seulement faire avec. On revient encore sur le capital humain. Vous vous rendez compte que depuis, je rabâche, mais on revient toujours à la ressource humaine, l'être humain, l'homme, parce que c'est l'homme qui fait l'organisation. Il faut que vous ayez des talents. La technologie, ce n'est pas, c'est pas évident à comprendre, hein. C'est pas facile. Donc, il vaut mieux avoir des gars qui sont des top guns, qui comprennent ce qu'ils font. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus rentable. Donc, il faut attirer les bonnes personnes, il faut les embaucher, il faut les retenir. Donc, je reviens tout à l'heure encore à ce que je disais quand je dis le cadre de travail. Il y a des gens qui vont venir chez vous, pas parce que vous leur proposez un meilleur salaire, mais parce que vous leur proposez un meilleur cadre de travail. Il y a plein de gens pour qui c'est beaucoup plus important que d'avoir 10-20% d'augmentation sur la fiche de paie. Donc, il faut tenir compte de ça. Il faut savoir où aller chercher ces personnes-là, savoir ce qu'il faut mettre en avant pour les attirer. Il faut pouvoir les amener chez nous et il faut pouvoir les retenir. Comment ça se passe? Bah, c'est un mix. Il faut leur donner de la valeur, il faut leur donner un but, des objectifs, il faut leur donner de la reconnaissance en tant que personne par rapport à leur métier, par rapport aux efforts qu'ils font, par rapport à leur performance. Et il faut aussi que l'écosystème dans lequel ils sont, donc l'écosystème relationnel avec l'organisation, avec leur manager, avec leur équipe, avec l'extérieur, que tout cela soit, suffisamment challengeant pour eux. D'accord? Et en général, comme je disais, les talents, ce n'est pas forcément le nombre de zéros, même comme si ça aide. Je vous assure, bon, il ne faut pas oublier cette partie-là. Ça aide, mais le plus important, c'est de leur donner du sens. Ils doivent savoir qu'ils font quelque chose de grand, quelque chose d'important. D'accord? Et on parlait de culture. La culture, c'est embarque avec elle des valeurs, une vision. Donc, les talents en général ont besoin de ces éléments-là, de savoir, OK, on va vers où
qui nous embarque, comment est-ce qu'on nous embarque, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées dans cette entreprise, etc. Donc, il faut vraiment donner du sens pour que les gens puissent s'engager au-delà de dire, OK, je vais te faire une augmentation de salaire de 20 ou de 25%. D'accord? La reconnaissance est très, très importante. Savoir pouvoir dire à quelqu'un, waouh, là, sur ce coup-là, tu as été top. Savoir de dire, OK, waouh, tu as atteint ton objectif, c'est génial. Des fois, juste de le dire, de le faire savoir, de le reconnaître, permet en fait de retenir les bonnes personnes. L'expérience employée, elle est très importante. Donc, en fait, par expérience employée, on entend le parcours de l'employé au sein de l'entreprise. C'est comme le parcours client. Le client, quand il arrive vers vous, ou alors, quelles que soient les interactions qu'il a avec vous, des différents touching points auxquels il a accès à votre produit, à votre service, le voyage qu'il fait avec vous dans le cadre d'une vente, dans le cadre d'une prestation, est extrêmement important pour déterminer s'il reste, s'il revient, si vous le fidélisez. C'est pareil pour un employé. L'expérience employée est très importante, toujours dans le cadre de la rétention des talents, la rétention des bonnes personnes qui vont vous permettre de faire ce grand voyage de la transformation digitale. Ça va depuis le recrutement jusqu'à l'adhésion à la culture d'entreprise. Tous ces éléments-là qui mis ensemble vous permettent de garder les employés suffisamment longtemps et de faire en sorte qu'ils fassent votre projet d'entreprise, qu'ils abondent dans votre vision et qu'ils vous suivent, en fait, comme je disais, sur ce chemin de la transformation. Donc, ne pas négliger sur l'expérience, vous voyez, la façon dont l'employé est traité depuis le moment où il entre ou même où il a l'intention d'entrer jusqu'à ce qu'il s'y installe et qu'il se déploie dans votre entreprise. Donc, on revient bien sûr au client parce que le client, comme je le disais, c'est lui qui nous nourrit. Comment est-ce qu'on améliore l'expérience client? Comment dire, l'innovation, la technologie contribue à l'amélioration de l'expérience client. Les différents canaux par lesquels on se présente aux clients permettent d'améliorer son expérience avec nos produits, avec nos services. Vous connaissez les chatbots aujourd'hui, plein de sites. Vous allez sur un site pour avoir 2-3 informations. Tout de suite, vous avez la petite fenêtre qui pop et qui vous dit oui, est-ce que je peux vous aider, etc. Ça ne paye pas de mine, mais ça change beaucoup l'expérience client, la façon dont le client va percevoir votre produit, va percevoir votre service. Bien sûr, au jour d'aujourd'hui, le mobile, c'est devenu la base. On a tous un téléphone à la main, c'est devenu quasiment une extension de notre être. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous n'êtes pas accessible via le mobile, on se demande bien ce que vous faites. Et bien sûr, les sites web, ça, c'est déjà devenu la base, que ce soit le site vitrine ou le site e-commerce, en fonction de votre type de produit et de service que vous mettez à disposition des entreprises, vous êtes, entre guillemets, obligé d'être présent sur ces différentes plateformes-là, de ces différentes manières, via ces différents canaux numériques pour améliorer l'expérience de vos clients. Donc, maintenant, ça, ce sont les différentes étapes. Hein. En fait, ce sont tous ces différents touching points qui peuvent déterminer si le client a une bonne expérience avec vous ou pas. Donc, est-ce qu'il vous trouve facilement? Est-ce qu'il peut acheter facilement? Est-ce qu'il peut payer facilement? Donc, est-ce qu'il peut, s'il jamais il y a un problème, avoir quelqu'un qui l'accompagne pour résoudre son problème? Est-ce qu'il peut obtenir de l'aide? Est-ce qu'ils se sont valorisés à travers l'achat de services ou de produits qu'il a fait chez vous? Donc, toutes ces différentes étapes-là, c'est ça qui détermine son expérience et qui détermine s'il reste votre client ou alors s'il ne fait que passer. Donc, avec ces ce point, nous en avons terminé avec la présentation. Donc, on va passer maintenant aux questions-réponses. Je vous remercie de votre attention. Joyce et moi, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Allô, Allô? vous m'entendez? Oui, Fabrice, on t'entend. D'accord, merci. Merci pour cette présentation. Merci, Madame Patricia. Merci, Joyce. Je crois que nous sommes arrivés à la session de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et les poser ou les mettre sur le chat et nous allons vous répondre. Merci. Pas de questions? C'était trop beau, trop clair, bien expliqué. Ça m'inquiète. Je crois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Des questions, s'il Est-ce vous qu'il y a plaît? des concepts qui vous auront échappé? Des questions quelconques ou même des remarques? Nous sommes ouverts à toutes vos remarques. Ah, je crois que c'était tellement clair que on n'a pas de questions. Moi, Mais ça toutefois, m'inquiète plutôt. il y a une main levée de Personne n'a des Monsieur questions. Elam. Super. Il y a une question. Monsieur Elam, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Merci. Ok, merci pour la présentation. S'il vous plaît, est-ce que vous me suivez? Oui, on vous Vous entend très Oui, bien. m'écoutez très là? bien. Merci pour la présentation, c'était assez riche. Bon, ma question, c'est celle-ci. Bon, est-ce qu'il y a des profils clés, bon, en entreprise, est-ce qu'il y a des profils clés qui sont les vecteurs ou bien les leviers de cette transformation digitale au sein des entreprises? Est-ce qu'il y a des profils clés, des gens à avoir pour vraiment conduire cette transformation en entreprise? Merci. OK. Merci pour votre question, monsieur Ella. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir dans un processus de transformation digitale, il est obligatoire d'embarquer le codir. Si vous n'embarquez pas les big boss, ça n'avancera pas. C'est eux qui donnent le ton et c'est eux qui entraînent toute l'organisation. Donc, il faut absolument les avoir comme les moteurs de cette transformation digitale. Ensuite, ce que nous, on recommande quand on accompagne les entreprises dans notre transformation digitale, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des digital champions. Ça veut dire qu'il faut rechercher au sein de l'équipe, quel que soit le service, la direction, le département, des personnes qui ont une appétence à la technologie, qui sont un peu ouverts justement à la technologie, qui sont capables de la transcrire, de simplifier le processus qui va être mis en place, de simplifier pour les autres, d'accord? Pour ceux qui vont un peu subir, entre guillemets, le mouvement, d'accord? Donc, ça permet aussi on parlait justement au niveau du capital humain, les talents, de la valorisation du capital humain, ça permet de donner en fait une place d'importance, du sens à ce processus de transformation pour certaines personnes qui ont besoin d'autre chose que d'avoir une augmentation de salaire, d'accord? Donc, il faut ces deux éléments-là. Donc, il faut
la direction. La direction doit porter le projet de transformation digitale. Ça, c'est obligatoire. Si vous n'arrivez pas à engager la direction, ça n'ira nulle part. Et ils vous font en interne des digital champions, des gens qui vont porter la transformation digitale vers les couches les plus basses. Et ça, peu importe la direction, le département, le service dans lequel elles sont, il faut pouvoir les détecter. Ce sont des gens qui sont, voilà, qui ont juste une appétence à l'innovation, à la technologie, qui n'ont pas peur d'un ordinateur, qui n'ont pas peur de termes, s'ils entendent ChatGPT ou s'ils entendent parler de chatbots. Voilà, que ce n'est pas forcément des gens qui sont des techniciens ou alors des informaticiens, parce que justement, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est de faire porter le processus de transformation digitale par la DSI, par les informaticiens. Ça, c'est une erreur. Les informaticiens sont juste là pour fournir les outils et pour s'assurer que les outils soient opérationnels et disponibles. Mais la transformation digitale doit être portée par la direction et par justement ces digital champions, ces personnes qui peuvent relayer le message, qui peuvent faire en sorte que tous les petits projets qui vont être, tout le portefeuille projet qui va être mis en place, que tous ces projets arrivent à terme et qui font en sorte que tout cela mis à bout, on arrive à avoir une entreprise qui a un degré de maturité digitale qui soit le plus élevé possible. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur Ella. Non, vous avez parfaitement répondu à ma question. Et même dans votre intervention, vous savez relever certains points que nous avons vécu en entreprise. Donc, merci vraiment pour la réponse. Merci. Allô? Monsieur Ella, je peux vous demander de quelle entreprise vous êtes? Allô? Allô? Oui, allô? Bon. Non, moi, je suis de Vous me l'Office donnez le togolais des secteur, recettes. hein? Pardon? Je suis de l'Office togolais des recettes. Merci. Ok, Office togolais des recettes. D'accord, ok. Donc, une fois de plus, ça montre que la transformation digitale impacte tous les secteurs, que ce soit le secteur public comme le secteur privé. Et qu'à la fin de la journée, il est question comment dire, de faire perdurer l'organisation. D'accord? Aujourd'hui, ne pas engager le chemin de la transformation digitale, c'est presque s'assurer d'une mort dans les 5 années à venir. C'est vraiment, c'est aussi dur, aussi cru que ça, c'est ça. Il faut entamer ce voyage. Maintenant, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous la même organisation, on n'a pas tous les mêmes contraintes, le même contexte, mais tout est adaptable. On peut s'adapter à tout de toutes les façons, mais l'important, c'est de commencer le voyage et de s'y arrimer, quoi. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas descendre en route. Il faut continuer avec ses moyens, avec son organisation et s'adapter jusqu'à atteindre le niveau de maturité nécessaire pour atteindre ses objectifs, pour avoir l'efficience opérationnelle, l'efficacité opérationnelle et pour être profitable. Parce qu'on n'oublie pas qu'à la fin de la journée, il faut être profitable pour durer. Est-ce qu'il y a une autre question, une remarque, une réaction? Oui, il y a des questions sur le chat et il y a une main levée. D'abord, on va laisser, je ne sais pas si c'est monsieur ou c'est madame Calvi. Je crois que c'est madame Calvi. Elle a la main levée. Bonjour, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour, Saint Digital, ST Digital. Je suis Bonjour, Calvin madame. Tageka. Merci. Calvin Tageka de Rascom Star au Cameroun. Déjà, je vous remercie pour votre séminaire gratuit. Je reçois souvent vos mails comme ça, donc je ne savais pas vraiment à quoi ça sert. Donc, vraiment, j'apprécie l'initiative. Ça a permis d'apprendre pas mal de choses sur ce qui peut être fait sur le monde de la digitale. Mais ma préoccupation rejoint un peu celle de Alida.
Ebo qui parlait des arguments à présenter pour convaincre le management d'accepter la transformation digitale. Sur quels sont les outils, comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas, les arguments, des outils qu'on peut présenter pour montrer à l'employeur que le passage du normal à la transformation digitale, comme vous dites, peut leur être bénéficiable et que c'est des facteurs qui sont mesurables. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un côté de rendu, parce que c'est le rendu qui pose problème. Et ils ont le sentiment que c'est des pertes de temps, les employés jonglent, comme on dit souvent, il n'y aura pas est-ce qu'il y a des tableaux de bord? Est-ce que je ne sais pas, quels sont vraiment, je suis du même avis que Alida, quels sont les arguments qu'on peut présenter pour convaincre la hiérarchie de passer à la transformation digitale? Merci. Merci pour votre question, Madame Kelvin. Alors, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas faire la transformation digitale si vous n'embarquez pas la direction. D'accord? Donc, si la direction, effectivement, n'est pas décidée à faire ce changement-là, en fait, il faut parler avec les mots des gens. Donc, pour quelles raisons vous avez des réticences? Est-ce que c'est une question de coût? Il faut le comprendre. Si c'est pour une question de coût, dans ce cas-là, vous devez présenter le bénéfice et vous devez être capable de le chiffrer. Après, il y a différents ABAC, il faut rentrer un peu dans le détail. Mais il faut comprendre, pour pouvoir répondre à une objection, il faut comprendre la raison de l'objection. Si la direction n'est pas d'accord parce qu'ils se disent, OK, ça va encore coûter cher, dans ce cas, vous pouvez présenter comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent. Ça, en général, ça leur parle. D'accord? Maintenant, il faut aussi, il y a ce que nous, on appelle des quick wins. Il y a des petits projets de transformation que vous pouvez faire qui ne coûtent pas grand-chose, que vous pouvez même, entre guillemets, dissimuler sur des charges de fonctionnement, en fait, mais qui apportent vraiment un grand changement et qui amène de l'efficacité opérationnelle. Donc, c'est chacun dans son organisation par rapport à la connaissance qu'il en a qui peut déterminer justement ce genre de petits projets, de petits quick wins qui permettent, on va dire en jonglant un peu, d'amener les gens vers ce chemin-là. En fait, il faut donner le goût aux gens. Après, une fois que, voilà, la transformation d'état, une fois qu'on a goûté, après, on ne s'en passe plus. Mais il faut comprendre pourquoi l'objection, pourquoi on ne veut pas aller. Et puis, de toute façon, comme je dis, si vous ne vous transformez pas avec la technologie, vous allez mourir. C'est juste une question de temps. Les statistiques vous donnent 5 ans. Maintenant, après, il y a certaines personnes il y a des organisations qui vont faire le pas, mais d'autres qui ne feront pas et qui mourront. C'est la triste réalité et c'est le monde ainsi qui fonctionne. Donc, il faut déjà comprendre l'objection de la direction. C'est pourquoi? C'est une question de coût. Chercher les moyens de montrer comment on gagne de l'argent. Si l'objection vient d'ailleurs, il faut trouver le moyen d'y répondre, en fait. Et ce n'est que comme ça que vous pourrez embarquer l'organisation. Mais si vous n'arrivez pas à embarquer la direction, ça restera des petits projets IT que vous allez faire et ça restera du fonctionnement. Ok, d'accord. Merci, madame. Merci, Joyce. Allô? Avant de donner la parole à Monsieur Kokouvi, il y a une question sur le chat. Par rapport à la culture d'entreprise, comment l'appréhender dans la transformation digitale? Tu peux reprendre la question, Fabrice, s'il te plaît? D'accord. Comment appréhender la culture d'entreprise dans la transformation digitale?
C'est la question. Alors, je vais revenir vite fait sur cette slide-là. Là, on parlait de la culture d'entreprise. Donc, et je disais ceci, donc je reprends encore la phrase. La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Par culture, on entend, en fait, c'est une capsule entre vos valeurs, votre vision et puis vos objectifs, d'accord? La façon dont vous le transcrivez et vous le partagez avec toutes les personnes de votre organisation qui la font, qui la prennent pour eux aussi et qui la vivent. Donc, si vous voulez entamer un parcours de transformation digitale, votre culture d'entreprise doit être orientée vers la transformation digitale. Donc, après, comme je dis, il ne s'agit pas, je dis la transformation digitale, c'est pour tous les types d'entreprises. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il faut forcément être une entreprise technologique pour faire ce voyage-là, du tout. Mais quand on dit que avoir une appétence, c'est dire d'accepter que la technologie a un impact sur votre business model, qu'elle a un impact sur votre système organisationnel, qu'elle a un impact sur votre capital humain, qu'elle a un impact sur même vos produits et services, c'est d'accepter cela, d'accord, et de l'intégrer et d'essayer d'en tirer profit. C'est ça, en fait, quand on dit que la culture d'entreprise est le moteur de la transformation. Si vous n'êtes pas dans une posture d'accepter que l'innovation, le digital, le numérique a cet impact-là sur vous, de telle sorte que cela vous impose une transformation, mais pas quelque chose qui vous pèse, mais comme quelque chose dont vous pourriez tirer profit, vous n'allez pas avancer. Et la culture a ceci de magnifique que, comme je disais, faites tous les plans stratégiques, tous les planifications, tous les programmes que vous voulez. Si vous n'avez pas cette culture-là, cet esprit qui embarque toute une organisation, ça ne servira absolument à rien. Donc, si effectivement vous vous mettez dans un processus de transformation digitale et que vous n'impactez pas la culture, ce sera un échec. Si vous n'êtes pas capable de faire comprendre aux gens que les choses vont changer et que aujourd'hui ils faisaient ci et demain ils seront obligés de faire ça parce que c'est une question de survie, et s'ils ne le prennent pas à bras le corps comme quelque chose de suffisamment important, donc en général c'est ça. Si les gens, si le capital humain, en tout cas les membres de votre équipe, ils ne prennent pas cela à bras le corps, il faut vous en séparer parce qu'ils vont vous bloquer. S'ils ne correspondent pas à la culture, soit vous en séparez en général, soit vous en séparez, soit eux-mêmes ils partent parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la culture actuelle. Donc, c'est juste pas possible de faire autrement. Soit on a parlé de culture reboot. Donc, quand on fait le reboot de la machine, on efface, on recommence. Soit on se met dans cette nouvelle posture-là parce qu'on se dit, OK, c'est ça où on meurt. Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça. C'est soit vous vous transformez, soit vous mourrez. Ou du moins, même si vous ne mourrez pas, vous survivez. Et quel est l'intérêt de survivre pour une entreprise? Une entreprise est là pour faire du business, pour faire du profit. Donc, soit tout le monde se met dans cette optique-là en disant, OK, marche ou crève, ou alors, en fait, soit les employés vont partir d'eux-mêmes, soit vous serez obligé de vous séparer. Donc, et puis la culture, ça tient à beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, on a des exemples comme ça d'entreprises dont la culture d'entreprise est très forte. Quand on vous parle d'une entreprise comme Google, quand on vous parle d'une entreprise comme Amazon, donc c'est des gens qui ont imposé certaines cultures d'entreprise, une certaine façon de se présenter au monde en disant, quand on voit quelqu'un qui se comporte comme ça, quelqu'un qui est, on sait qu'ok, lui, il est de chez tel, il est de chez tel, il est de chez tel. Donc, ce sont des fois des choses qui ont l'air très subtiles, mais qui constituent le ciment, en fait,
de la, comment dire, d'une transformation solide. C'est là-dessus que la transformation digitale se base. C'est le socle. Et s'il n'y a pas ça, bah, on ne peut obtenir rien de pérenne. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi plus ou moins à répondre à la question. J'espère que oui. Est-ce qu'il y avait Oui, une main allô? levée? Je pense qu'il y avait une main levée tout à l'heure. Oui, il y a eu une main levée, il y a la main de... Il y a M. Allô? Kokoui qui a levé la main. Allô? Oui, allô? Oui, alors vous pouvez y aller. Ok, merci, hein. Merci encore pour la parole. Moi, j'ai une question à poser. Bon, au fait, au cas où le CODIR est d'accord, où le CODIR veut nous accompagner en ce qui concerne tout ce qui est la transformation digitale, le CODIR, bon, les grands boss veulent investir ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des structures clés qu'on pourrait mettre en place au sein des institutions afin d'accélérer cette transformation? Aujourd'hui, on nous parle de Digital Factory, on nous parle de Business Transformation Office, de Business Analyst et autres. Bon, est-ce qu'il y a des structures clés, c'est-à-dire des postes clés qu'on doit créer, des structures afin d'accélérer cette transformation? Si tout le monde est d'accord que c'est vers là qu'on doit aller. C'est ma question, merci. Merci pour votre question, Monsieur Kokoui. En fait, il n'y a pas de... La transformation digitale, ce n'est pas un canevas. Il y a pas un canevas qui est là et placé pour tout le monde, de telle façon à ce que c'est un peu comme on va dire l'hôpital. C'est l'hôpital et le médecin. Donc, à chaque entreprise, sa solution. Selon votre entreprise, il y a forcément c'est pas toujours un poste à mettre en place, c'est pas toujours une organisation à changer. Suivant l'entreprise, suivant les besoins, suivant le diagnostic qui a été fait, c'est en fonction de cela qu'on définit ce qu'on fait. Si on décide de mettre en place une personne ressource qui va gérer la transformation digitale, ou si on décide de prendre un cabinet qui vous accompagne, ou alors si on décide de mettre en place telle ou telle stratégie. Donc, c'est en fonction du besoin de l'entreprise ou bien en fonction de ce qui a été remarqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, merci. Merci vraiment. Merci pour la réponse. C'est compris. Merci. Fabrice? Allô? Oui, oui. Il y a encore des questions. Nous sommes toutes oui pour vos questions. Je crois qu'on va encore laisser quelques minutes à nos participants. Peut-être ils auront encore des questions. Peut-être D'accord. 5 minutes OK. pour ceux qui auront encore des questions à nous poser. OK.
Allô? Il y a M. Serge qui a levé la main. Bonjour, monsieur. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ok, merci de la parole accordée et merci pour la brillante présentation. Ma question porte sur la stratégie, notamment dans le secteur public. Nous avons l'habitude d'externaliser un certain nombre d'activités, de prestations. Les stratégies, par exemple, sont souvent externalisées parce que nous n'avons pas souvent à l'intérieur de la structure l'expertise suffisante pour pouvoir mener ce genre d'opération. Alors, je voudrais bien savoir que conseillez-vous dans ce cas-là? Est-ce qu'il serait mieux de doper plutôt les skills des personnels, de renforcer les capacités de manière à ce qu'elles-mêmes puissent rédiger leur stratégie comme ça de l'intérieur, ou bien il serait mieux que ce soit fait par un acteur externe. Et aussi, j'aimerais bien savoir à quel moment doit-on juger qu'on a une stratégie complète. Parce que vous avez dit je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais vous avez parlé de formation, d'espace de travail, de regarder le télétravail, le secteur d'activité. Tout ça là, je pense, c'est les rubriques sur lesquelles doit se pencher la stratégie. Donc, à quel moment doit-on passer à l'opérationnalisation de cette stratégie? Est-ce qu'il faut absolument couvrir tous ces aspects ou bien il y a des points sur lesquels on peut commencer et par la suite voir au fil des ans si on peut passer au télétravail ou bien à l'espace de travail ou à la formation qui peut venir aussi avant l'autre. Merci. Alors, je ne sais pas si on m'a suivi là. Oui, allô, Monsieur Serge. Nous avons suivi votre question. Je crois que Madame Patricia ou Joyce vont vous répondre tout à l'heure. Allô? Allô, là, vous m'entendez? Oui, allô? OK. Excusez-moi, on a eu un petit souci technique. Donc, Monsieur Edouard, merci pour votre question. Alors, je disais que l'éternelle question de savoir est-ce que c'est en interne qu'on fait la stratégie, est-ce que c'est en interne, en externe, donc elle se pose tout le temps. Et la réponse à ça dépend vraiment de chaque organisation. Une chose est sûre, c'est que toutes les organisations, une organisation, qu'elle soit publique ou privée, a une mission, a un objectif, d'accord? Et qu'il ne faut pas se détourner de cet objectif-là. À la fin de la journée, vous avez quelque chose à faire qui est votre cœur de métier et il faut le faire, il faut vous concentrer pour le faire. Et s'il est nécessaire pour cela de faire appel à un cabinet extérieur, un consultant, etc., qui vienne vous accompagner au niveau de votre stratégie, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est quel est l'objectif que vous voulez en tirer. Vous pouvez mettre en place toute la stratégie du monde, mais il faut prioriser. Vous commencez par quoi? On va vous mettre en place par exemple, si on fait un schéma directeur ou alors même nous faisons ce qu'on appelle, nous, on choisit une approche beaucoup plus opérationnelle, d'accord? Nous, on fait des feuilles de route de transformation digitale. On vous dit, OK, voilà à tel horizon, à tel terme, ce que vous pouvez mettre en place. Voilà ce que
vous pouvez mettre en place rapidement et voir tout de suite un changement dans votre façon de travailler et dans vos résultats. Donc, c'est juste une question de priorisation. Vous pouvez mettre, quelle que soit la personne qui vous met en place la stratégie, il faut prioriser. Il y a des projets qui seront prioritaires à d'autres projets. Il y a des projets qui vont embarquer beaucoup de ressources et qui vont vous demander de faire appel à des ressources extérieures parce que, comme je vous le disais au début, à la fin de la journée, vous avez une mission et il faut bien l'accomplir. Si vous êtes là, votre mission, c'est par exemple, au niveau des impôts, il faut que les recettes rentrent. Bah, il faut que les recettes rentrent. Que vous ayez un processus de transformation digitale en cours ou pas, il faut que ça se fasse. Et la transformation digitale est là pour vous aider dans votre mission, pour faire en sorte qu'elle soit la plus aisée possible et que vous soyez le plus productif possible. Donc, et j'ai parlé beaucoup, vous avez remarqué au cours de ma présentation, du capital humain. Vous ne pouvez pas faire la transformation digitale, on ne peut pas faire du vieux, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il faut renouveler les compétences. Il faut faire du renforcement de capacité. Vous ne pouvez pas y couper, c'est obligatoire. Vous devez former les gens qui vont devoir entamer le voyage avec vous. Sinon, vous allez les perdre en route. Donc, c'est vraiment de trouver ce juste équilibre-là. Mais à partir du moment où on a déjà une feuille de route, maintenant, c'est le suivi et l'exécution. Et à chacune des étapes, vous pouvez vous arrêter et surtout savoir quand vous devez faire appel à un complément d'effectif, entre guillemets, que vous pouvez prendre chez un prestataire externe ou pas. Vous ne pouvez pas forcément avoir toutes les compétences en interne. Et c'est dans ce cas-là, il faudra faire appel à d'autres personnes si vous voulez tenir aussi vos délais. Parce qu'entre-temps, les choses avancent, le monde, il évolue et l'innovation encore plus. Au jour d'aujourd'hui, on a toutes sortes de technologies qui arrivent et qui impactent les business models, qui impactent notre vie quotidienne. Hier encore, on ne savait pas ce que c'était ChatGPT. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est sur toutes les bouches. Et ça n'a rien à voir qu'on soit quelqu'un qui est un technicien, un ingénieur informatique ou pas. Parce que ça va révolutionner la façon dont on travaille. Aujourd'hui, que j'aurais pu, par exemple, si on avait ChatGPT accessible dans notre zone. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ChatGPT, c'est un agent conversationnel qui permet il peut vous produire des textes, il peut vous produire des présentations, il peut vous produire du contenu. Et en fait, c'est de l'intelligence artificielle. Il se base sur tout ce qui existe déjà par rapport à un sujet que vous lui donnez pour vous produire quelque chose qui se rapproche le plus de la façon de réfléchir de l'être humain. Ça va impacter notre vie, qu'on le veuille ou pas. Donc, et il y a encore quelques années, on ne savait même pas ce que c'était l'intelligence artificielle, c'était comme de la science-fiction. Mais au jour d'aujourd'hui, ça impacte notre façon de travailler. Donc, il faut avoir sa feuille de route, il faut avoir son schéma directeur, il faut avoir ce que vous voulez. Si vous avez les compétences pour le mettre en place en interne, c'est cool. Mais, comme je dis, n'oubliez pas quelle est votre mission. La mission de votre organisation, c'est laquelle? Il ne faut pas la perdre de vue parce qu'on fait bien la transformation digitale, mais à la fin de la journée, on a des objectifs à atteindre. La transformation digitale est là pour nous aider à atteindre les objectifs. Donc, s'il faut faire appel à des personnes essayeurs, n'hésitez surtout pas parce que les choses vont de plus en plus vite et il faut sans cesse être à la page, à la page, à la page. Donc, quand vous avez votre stratégie, vous avez votre feuille de route, maintenant, il faut prioriser. Je commence par quoi? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Qu'est-ce qui va me donner le plus de résultats? Qu'est-ce qui va me rendre le plus efficace? Et il faut former les gens. Ça, comme je disais, vous ne pouvez pas y couper. Vous ne pouvez pas faire du neuf avec du vieux. Il faut renouveler les compétences. C'est obligatoire. Donc, vraiment, ce sont des choix stratégiques, c'est des choix qui sont liés aussi à votre contexte. Est-ce qu'il faut faire appel à quelqu'un? Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Est-ce qu'on a les compétences pour le faire? Et même si on a les compétences pour le faire, est-ce qu'on a le temps matériel pour le faire? Parce qu'on a le business à continuer à développer. Donc, c'est des choix stratégiques qu'il faut faire. Nous sommes là pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. On a l'expérience, on a le vécu
de différents secteurs d'activité, que ce soit du privé pour le public, et nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. J'espère avoir répondu à votre question. Allô, Monsieur Serge, vous êtes là? D'accord. Je crois que Madame Patricia a bien répondu à la question de Monsieur Serge. Avant de donner la parole à Monsieur Richard, nous avons une question de Monsieur Karl sur le chat. Quelle est la différence entre une feuille de route et un schéma directeur? Alors, la feuille de route est beaucoup plus spécifique et factuelle. On dit feuille de route de quelque chose, d'accord? Nous, par exemple, on va vous dire feuille de route de transformation digitale. On se base sur la transformation digitale uniquement, d'accord? Et on regarde tout ce qu'il faut mettre en place pour arriver à un degré de maturité digitale suffisant. Donc, ça gère la transformation digitale. Le schéma directeur est plus vaste. Le schéma directeur, en général, on parle de schéma directeur informatique. Donc, et même au-delà, parce que ça peut être un schéma directeur informatique ou alors un schéma directeur de l'entreprise dans sa globalité. Donc, on va aller encore au-delà et impacter toute l'entreprise, d'accord? Et puis, il y a des questions de format aussi. Une feuille de route, c'est beaucoup plus digeste qu'un schéma directeur. Et en général, vous avez un portefeuille projet qui est mis en place à la fin, qui est très light et qui est très factuel. On va vous dire, il faut faire tel projet, mettre en place ceci, mettre en place tel outil, et on va vous donner un calendrier. On veut dire, à tant de mois, il faut faire ceci, à tant de mois, il faut faire ça, à tant de mois. C'est vraiment très, très factuel et très précis, une feuille de route par rapport à un schéma directeur qui est beaucoup plus large et qui a un formalisme bien différent. Allô, merci pour cette réponse. D'accord. Il y a Monsieur Richard qui avait la main levée. Allô, Monsieur Richard, bonjour. Vous pouvez Oui, poser votre bonjour. question. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très On bien. vous entend très bien. Merci. Donc, moi, je suis consultant dans la finance de marché et j'ai raté le début de la présentation, mais pour le peu que j'ai suivi, pour moi, il n'y a rien à redire. Elle est vraiment complète, elle est parfaite. J'ai une question par rapport à une phrase qui m'a interpellé dans la présentation et pour moi, je pense qu'elle résume pas mal de choses. C'est la phrase sur la culture d'entreprise qui mange La qui stratégie mange au la petit stratégie. déjeuner. Exactement. Donc, du coup, ma question, en fait, elle est très simple. C'est vraiment comment se matérialise cette culture d'entreprise au quotidien? Parce que les entreprises aujourd'hui, elles communiquent énormément sur leur stratégie. C'est-à-dire, on entend de tout et partout. Maintenant, quand j'entends ça, moi, j'ai besoin de comprendre et de savoir comment est-ce que j'identifie, comment se matérialise cette culture d'entreprise au quotidien. OK, merci pour la question. Je vais prendre l'exemple simplement avec ST Digital. Alors, la culture d'entreprise chez ST Digital, déjà, nous sommes basés sur la confiance. On a une confiance, on va dire, absolue en nos collaborateurs. Ceci dit que je peux, demain, je me sens pas bien et je peux pas venir travailler. Je fais, et c'est écrit, hein, là, c'est vraiment écrit dans une procédure, c'est que demain, je me sens pas bien le matin et je fais un message à ma supérieure hiérarchique pour lui dire que je me sens pas bien, je ne pourrais pas être au travail et c'est OK. Personne ne va me faire une DE, personne ne va dire que non, je mange, je dis pas la vérité ou bien quoi que ce soit. Non. Au contraire, on va me demander, ça va, tu vas bien. C'est ce genre de choses. Une autre chose, chez nous, le travail commence, c'est vrai, on a une heure de travail, mais en réalité, on travaille jusqu'à pas d'heure. C'est moi, par exemple, on se retrouve un jour à faire un call à 1h du matin. À 1h du matin parce qu'on travaille sur une offre. En fait, on n'a pas de limite. Chez nous, on dit sky is not the limit, your mind is. Ça fait partie de notre culture d'entreprise.
Chez nous, à ST Digital, on ne verra jamais quelqu'un dans le couloir, on ne verra jamais un client dans le couloir qui est perdu. Que tu sois chez nous, c'est même le DG qui va dire « Ah bonjour, ça va, vous avez besoin de quelque chose ?» Tout le monde se sent impliqué. Chez nous, à ST Digital, ce n'est pas une seule personne qui vend. Vous allez voir un technicien qui va, un technicien consultant qui va chez un client et qui ramène un bon de commande. Ça fait partie de notre culture. Tout le monde se sent impliqué. Je pense qu'il y a mon mentor qui a levé la main. Monsieur Joël Lépée qui a levé la main. Et quand il lève la main, je ne peux plus parler. Please, you have the floor. Le papa de la transformation digitale, s'il vous plaît. On vous écoute. On vous écoute, monsieur Lépée. Allô, Joël? Allô? Vous nous entendez toujours? Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, on t'entend. Je m'étais promis de ne pas répondre. Je vais quand même compléter. Non, ce n'est pas plus fort, mais je vais juste compléter quelques éléments que tu as si bien décrits de ce que nous faisons à ST Digital pour dire que, parce que je pense que c'est la deuxième ou troisième question qu'on pose sur la culture, et il est important de savoir que la culture d'entreprise est le ciment de l'entreprise. La culture, c'est un ensemble de choses qui réunit un ensemble de populations autour de certaines valeurs, autour de certaines visions. Donc, pour répondre à Richard sur comment on le fait au quotidien, c'est déjà de définir les valeurs de votre entreprise. La fameuse notion de VMV, d'accord? Vision, mission, valeur. Quelles sont nos valeurs? Joyce a dit pour rester digital, la confiance, d'accord? Le don de soi. Ensuite, il faut adapter ces VMV, du moins cette culture, en fonction de l'évolution de l'entreprise. La culture qu'on met en place dans une organisation qui a 10 personnes ne peut pas être la même dans une organisation qui passe à 80, 100 personnes. Il faut la renforcer, il faut la compléter. Donc, et dans cette culture-là, il faut associer la démarche, il faut associer les employés dans cette démarche. D'accord? Il y a des choses aussi simples qu'on oublie très souvent. C'est le visuel. Il faut adapter les bureaux à l'image de la culture qu'on veut se donner. On ne peut pas dire notre mission est la transformation digitale de nos clients, que c'est la technologie qui transforme la performance et leur portée, l'engagement de chacun en termes de culture d'entreprise, de donner le meilleur de soi-même, et on est dans un bureau où on est serré, où on a des machines qui ne marchent pas. Voilà, donc ça entraîne automatiquement une mise à jour de l'espace de travail. Nous, on parle beaucoup de modern workplace. Ça permet d'autoriser le télétravail. Joyce a dit, si tu as travaillé tard, tu n'es pas obligé d'être là à 8 heures. D'accord? Il faut, autre chose à mettre en place dans cette culture, c'est l'amélioration du bien-être des équipes. D'accord? L'engagement des équipes, c'est quand les équipes se sentent bien. Nous, on aime beaucoup parler d'expérience employée. On ne peut pas apporter une expérience client à ses clients si soi-même, on n'a pas une bonne expérience employée. En gros, si j'ai un vieil ordinateur pour servir mes clients, ils seront toujours fâchés parce que je serai en train de râler contre l'ordinateur qui ne tourne pas pour délivrer un devis. D'accord? Et il faut travailler autour de l'humain. La culture, c'est autour de l'humain. La culture, c'est les hommes, c'est ce qui nous guide. D'accord? Et deux derniers points, c'est de mettre en place des moyens de communication modernes. Dans la culture, il y a la notion de partage d'informations, donc de l'intranet, de l'extranet, du travail en mobilité, mais aussi beaucoup d'innovation. D'accord? Donc ça, c'est quelques tactiques, si je peux le dire ainsi, sur comment mettre au quotidien et s'aimer la culture qui bouffe la stratégie au quotidien dans son entreprise. Voilà, c'est juste ça, quelques exemples que je voulais compléter avec le partage d'expérience que Joyce a fait pour ce qui concerne ST Digital. Non, merci Joël, c'est complet. C'est exactement. Merci, M. Ndongo, pour votre question. Non, c'est bon, j'ai toutes les réponses. Merci. Non, je sais que vous avez toutes les réponses. C'est le pape de la transformation qui a parlé. Nous, on ne parle plus après. Nous sommes juste des disciples.
Donc, je pense que... Non, non, oui. c'était complet, effectivement. Fabrice, est-ce qu'il y a une Merci à autre notre- question? Pas pour le moment. Merci à notre papa de la transformation digitale. Pour le moment, on n'a pas de questions sur le chat, on n'a pas de main levée. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Vous pouvez lever la main. Là, je vais encore donner 2 minutes. Non, plutôt 3. On est à 47, à 50. Je vais encore donner 3 minutes à nos participants qui ont des apports ou des questions. Allô, il y a Monsieur Boniface qui a la main levée. Bonjour, monsieur, vous pouvez poser votre question. Allô? OK. Merci. Super. Allô, oui, je ne sais pas si vous me recevez. Oui, Allô? bien sûr, vous pouvez y aller. C'est bon. Allô? Oui, allô, vous pouvez y aller, Allô? on vous entend très bien. Oui, allô? On vous entend très OK. bien, vous pouvez y aller. OK, d'accord. Merci vraiment à l'équipe ST Digital pour cette formation en transformation digitale encore. Donc, les mots se suivent. Et merci aussi aux dames et bonne fête par anticipation à vous. Ma question était la suivante. Quelles sont les grandes phases de gestion d'un projet de transformation digitale dans une entreprise dont la maturité numérique est faible? Allô? Allô? Oui, oui. Oui, on vous a écouté. OK. Allô, vous nous entendez? Vous nous entendez? Je vous entends. Oui, très bien. Oui, on vous entend, sauf que votre écran n'est plus partagé. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. OK, Mais non, je l'écran suis n'est en plus train partagé. je reviens tout de suite. D'accord, merci. En fait, je veux retrouver, je reviens tout de suite, je vous présente rapidement la slide qui correspond en fait à ça. S'il te plaît, est-ce qu'il peut reposer la question? OK. Ma question était la suivante. J'ai dit, quelles sont les grandes phases de gestion d'un projet de transformation digitale dans une entreprise dont la maturité numérique est faible? C'est-à-dire l'adoption du numérique est vraiment faible, à un niveau très bas. OK. Dans une entreprise, quand l'adoption du niveau, quand l'adoption est très basse et que il faut après faire la transformation digitale, déjà, c'est en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Et si, est-ce que vous pouvez donner par exemple un exemple de secteur d'activité? Je ne sais pas si c'est par rapport à votre entreprise ou bien parce que là, dire comme ça, c'est comme dire que pour un mal de tête, on prend 6 sans savoir exactement quel est le problème. Déjà, comme dans tout projet, c'est faire le diagnostic ou bien l'audit, on va dire, et
chercher à comprendre pourquoi est-ce que c'est bas. Ça peut être bas parce que l'expérience employée est quasiment nulle, parce que les utilisateurs, ils ne se sentent pas à l'aise. Ils sont à 5 dans un bureau je dis n'importe quoi, de 2 mètres carrés sur 2. Il n'y a pas de clim. Du coup, c'est normal que même si vous leur posez dans cet environnement-là un Core i7, ils ne veulent pas y toucher, ils ne se sentent pas à l'aise. Du coup, déjà, il faut revoir tout le process. Est-ce que l'expérience employée est bonne? Est-ce que la culture d'entreprise est bonne? Est-ce que la stratégie qui a été mise en place est bonne? Et est-ce que également les différents projets qui sont mis en place, est-ce qu'ils sont en accord avec la stratégie qui a été mise en place? Est-ce que les procédures sont bien rodées? Est-ce qu'elles répondent aux besoins de l'entreprise? Est-ce que cela on va dire, est-ce que c'est réalisable? Tout ça là, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte pour pouvoir relever le niveau de maturité digitale de l'entreprise ou bien le niveau d'adoption du digital de l'entreprise. Globalement, en fait, hein, la démarche en elle-même, on va dire, elle est, comment dire, je ne vais pas dire standard, mais dans le sens où elle est la même. Maintenant, en fonction du contexte, on va déterminer où est-ce qu'on met l'accent ou pas. La base, d'abord, c'est l'état des lieux. D'accord, l'existant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi du point de vue de la documentation, du point de vue de l'organisation, du point de vue des hommes, du point de vue de l'existant infrastructure. Donc, on regarde, on fait une photo de l'entreprise à un instant T. Et à partir de là, maintenant, on définit ce qu'il y a à faire en fonction du niveau de maturité vers lequel on veut amener l'entreprise. Quelles sont, déjà, je reviens encore sur les priorités. Qu'est-ce qu'on met en priorité? Est-ce qu'on va dire, OK, il faut d'abord former est-ce qu'il faut former d'abord les employés? Est-ce qu'il faut plutôt leur donner de meilleurs outils de travail? Est-ce qu'il faut mettre en place un meilleur environnement de travail, etc. Donc, c'est l'étude de l'existant qui va déterminer le portefeuille projet et la priorisation qu'on va mettre en place. Le fait de relever la maturité digitale et l'appétence digitale des employés est un projet en lui-même. S'il est déclaré comme prioritaire, c'est ce sur quoi on va d'abord commencer et on va se baser. Et pour ça, maintenant, en fonction justement, à la suite des interviews qu'on aura fait, des profils qu'on aura déterminés, on dira oui, peut-être il faut faire des formations bureautiques à tout le monde, peut-être qu'il faut faire des formations sur les soft skills à tout le monde, peut-être qu'il faut faire une formation de type métier, comptabilité au niveau des gens de la finance, ou etc., etc. Donc, c'est l'existant et la priorisation des projets qui détermine en fait comment est-ce qu'on va procéder, qui va déterminer la feuille de route. D'accord? C'est qu'est-ce qu'on a trouvé, où est-ce qu'on veut aller. Et en fonction d'où est-ce qu'on veut aller, on commence par quoi? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Qu'est-ce qui est le plus critique à ce moment-là? C'est pour ça qu'on a dit au départ, il faut que la direction soit embarquée dans ce voyage-là, parce que c'est eux qui ont la capacité d'engager l'entreprise. Si on dit aujourd'hui, on va commencer par faire en sorte que tous les bureaux soient au carré, on va le faire parce que la direction a dit que c'est la priorité, on le fait. Mais c'est toujours par rapport à l'existant. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'on veut aller? Avec quels moyens on veut y aller? Et qu'est-ce qu'on priorise? On commence par quoi? Comme je dis, je répète, si le fait de relever la maturité digitale des employés est prioritaire, on va commencer par ça et on va mettre en place tous les petits projets qui feront en sorte qu'ils ne voient plus un ordinateur comme si c'était un rat de laboratoire. D'accord? Donc, d'abord, l'étude de l'existant. C'est il y a quoi? Ensuite, on veut aller où?
et on commence par quoi? Voilà globalement ce que je pourrais ajouter à ce qu'a dit Joyce. Je ne sais pas si ça vous éclaire un peu plus et si ça répond à votre question. Oui, ça répond à la question. Merci vraiment. Je vous en prie. Merci, Monsieur Boniface. Merci à tous. Il n'y a plus de mains levées, il n'y a plus de questions sur le chat. Je crois qu'on va clôturer cette formation. Toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme, nous aurons une autre formation demain sur la gestion du temps. Comment mieux gérer vos journées dans les projets, dans toutes vos activités. Pour cette formation qui est en train de se terminer, nous vous enverrons la vidéo. Et pour toutes vos questions et tous vos besoins sur la transformation digitale, vous pouvez nous revenir sur info@st.digital. Je vais le mettre sur le chat. info@st.digital pour toutes vos questions et tous vos besoins en transformation digitale. Merci et bonne suite de journée à tous. Merci, Madame Patricia. Merci, Joyce. Merci, Fabrice. Merci à tout le monde. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir donné de votre temps. Merci infiniment. Merci.